Donc bonjour tout le monde, comme l'a introduit Étienne, on va prendre un petit peu de hauteur et on va parler de la recherche au niveau européen cette fois-ci. Ce matin on a beaucoup parlé de ce qui se passe en France. Donc sur ce slide, je ne vais pas introduire ce qu'est la César-JU, vous allez voir, un des objectifs de cette présentation c'est de vous expliquer quel est l'état de la recherche et du développement en Europe via le programme César et comment s'inscrivent les hélicoptères dans cette recherche. Philippe, juste après moi, aura l'occasion de rentrer dans des détails plus techniques et illustrer cette première présentation avec des scénarios plus techniques. Donc, mon objectif ici est de vous expliquer César-JU. Je vais parler de recherche de pré-industrialisation un peu plus concrètement et pour démystifier un peu la chose. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi? Comment? Quels sont les acteurs qui interviennent? Et où en sommes-nous aujourd'hui? Ensuite, je finirai cette présentation avec un focus plus particulier sur les hélicoptères, parce que c'est le thème de la journée. Quel est l'état de nos actions aujourd'hui? Et quels sont nos plans pour demain? Donc, déjà, il est intéressant de comprendre pourquoi nous avons ce programme qui s'appelle César. Pourquoi? Là, ici, on regarde, dans les années 70, un centre de contrôle aérien ressemblait à peu près à ça. Donc, on a ici deux contrôleurs avec un dispositif analogique, du papier, des coordinations par téléphone, VHF, et un radar national. Dans les années 70. Avant le démarrage de César, quel est l'état de l'art dans les années 2010? Nous avons deux contrôleurs, un affichage digital, toujours du papier, toujours une coordination téléphonique, toujours les mêmes utilisations radiophoniques et toujours les mêmes utilisations radar. Ce matin, pour ceux qui étaient présents, on a beaucoup parlé des technologies et d'évolution des technologies embarquées au niveau des hélicoptères. Et il est vrai que si on fait le même rapport au niveau embarqué aviation commerciale, on va regarder un 747 dans les années 70, on voit effectivement 3-4 pilotes, l'affichage analogique, des commandes mécaniques et des discussions par radio. Avant le début du programme César, on a un A380, où là on voit une évolution évidente en termes d'organisation. On est passé de 3-4 pilotes à 2 pilotes. En termes de technologie, on voit effectivement qu'il y a un ensemble technologique qui est proposé à l'équipage. Il y a vraiment un saut entre les années 70 et les années 2010. Et un certain nombre d'outillages qui vont se fonder sur des technologies satellites, des outillages de détection de conflits et le FMS, qui sont effectivement des apports technologiques par rapport aux années 70. Donc le parallèle ici, c'est pour vous faire passer le message suivant. Pourquoi on en est arrivé dans les années 2000 à se dire il faut faire quelque chose? L'idée, c'est de moderniser le système de gestion au trafic aérien. Parce que en l'état, dans les années 2000-2010, on est toujours dans un dispositif qui est fondé sur des technologies datant des années 70, qui est fragmenté, qui est difficilement interopérable et faiblement automatisé. Donc il y a eu une des causes, un des besoins qui a été détecté, c'est de dire ok, il va falloir moderniser le dispositif de gestion aérienne. Et c'est en ça que le programme César a été lancé. Alors avant de rentrer dans le programme César, et là je n'ai pas pour vocation de faire un cours détaillé de toutes les initiatives européennes en la matière, mais il faut savoir que le programme César s'inscrit dans une initiative qui est plus large, qui s'appelle le ciel unique européen, qui a des objectifs en termes de performance, d'amélioration de la performance. Donc on voit ici une augmentation de la capacité, tout en maintenant un niveau de sécurité. On a beaucoup parlé de sécurité ce matin. Une réduction de l'impact environnemental et une réduction des coûts. Donc tous ces facteurs qui sont sensibles aux différents acteurs de ce domaine. César est le pilier technologique de cette initiative ciel unique européen. On n'est pas là pour faire de la réglementation,
on est là pour faire de la recherche, du développement, arriver en pré-industrialisation sur un certain nombre de sujets opérationnels et technologiques. Ici, vous voyez, en résumé, les différents, on va dire, grands domaines dans lesquels nos actions vont se positionner. Donc ça va aller, tout un pan du programme va être dédié à l'optimisation de la trajectoire du vol, donc notamment par la 4D, fluidifier la gestion du trafic, gérer les routes aériennes au niveau européen, donc là on va parler de réseau, de network management, connecter les aéroports entre eux, donc améliorer la gestion des aéroports, gérer l'information, on a parlé de partage d'informations ce matin, c'est un thème qui est venu plusieurs fois, donc comment cette information, elle existe, mais en plus elle est partagée, elle est connue, elle est échangée entre les différents acteurs, et l'augmentation donc de l'automatisation, la gestion des conflits, la gestion des séparations. Donc en introduction, je disais que je suis SGU Programme Manager, donc je dirige un certain nombre de projets. Le domaine sur lequel je suis particulièrement spécialisé, c'est le dernier, donc Conflict Management and Automation, donc la gestion des séparations en route, en TMA. Et dans ce cadre-là, j'ai aussi la charge donc, de la direction du projet qui est dédié aux opérations hélicoptères et aviation générale. Alors, ça c'est le programme César avec ses objectifs de performance et ses domaines qui permettent de structurer la recherche et le développement. Il faut savoir que pour gérer ce programme, qui est un vaste programme, pour vous donner une idée, on parle ici de 2,6 milliards d'euros qui sont cofinancés, c'est-à-dire une partie par les membres et une partie par les institutions. Donc les membres, je ne vais pas les lister un par un, mais il faut comprendre ici qu'on retrouve les acteurs clés du domaine européen. Donc on parle, ce matin on a vu Airbus, Thales qui sont présents ici. On retrouve aussi des institutions comme la DGAC, DSNA, NATS pour les Anglais. Donc ici il y a un petit découpage qui est particulièrement qui est précis, mais pour les novices, pour ceux qui ne connaissent pas le programme, c'est qu'on fait la distinction entre ceux qui sont membres, qui ont des engagements particuliers dans le programme, et ceux qui sont juste des partenaires associés, mais qui contribuent aussi d'une certaine manière au développement du programme. Et là, on va voir ici apparaître pour la première fois, je dirais, les hélicoptères. Si vous regardez bien, on va voir l'EHA. Donc je ne vais pas expliquer ce qu'est l'EHA, ce n'est pas mon rôle, Philippe le fera dans quelques instants. Mais ici, on retrouve l'EHA comme un interlocuteur, un membre actif du programme. Et il est important de le signaler parce que, vous allez le voir dans quelques instants, il a fallu un certain temps, je dois le reconnaître, pour que la problématique hélicoptère soit vraiment prise en considération dans le programme. Alors, je vais essayer ici d'expliquer comment nous procédons. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans un niveau de détail très fin, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a différentes strates. On part du haut, donc ici sur le slide, on voit cette notion de master plan, qui est un plan de schéma directeur, qui est construit donc au niveau européen, qui va résumer, contenir tous les besoins qui va être la feuille de route pour améliorer les performances au niveau européen et qui va indiquer, pour faire simple, voilà, en 2018, en 2020, on veut obtenir tel pourcentage d'amélioration sur tel sujet. Donc, feuille de route globale au niveau européen. Cette feuille de route est discutée avec les différents acteurs européens et il va falloir après structurer le programme César autour de cette feuille de route pour voir comment on doit développer la recherche et le développement pour remplir ces objectifs d'amélioration de la performance. Donc là, on va commencer à décliner par bloc. On va définir des objectifs dits de validation. Ce matin, il a été question de TRL.
il faut savoir que dans le programme César, par exemple, on couvre le spectre TRL niveau 1 jusqu'à 6, 7, tant dans des activités dites de recherche à long terme et des activités de démonstration pour la partie 7. Donc on couvre tout ce spectre-là et on définit un certain nombre d'objectifs de validation qui vont permettre de progressivement maturer ce qu'on appelle les César solutions. Les César solutions, donc ici, on retrouve ces petits symboles qui étaient sur les slides précédents, qui sont en fait, in fine, des paquets d'exigences, tant opérationnelles que technologiques, qui sont des recommandations pour le futur, notamment à l'intention des différentes autorités de régulation, sur lesquelles nous avons, dans le cadre du programme, exécuté un certain nombre d'exercices, d'expérimentations, de démonstrations, pour s'assurer de la bonne maturité de ces propositions. Certaines vont aboutir à oui, nous avons ici une solution qui atteint TRL 6 ou 7 et qui mérite d'être déployée. D'autres vont être simplement mises de côté parce qu'effectivement, nous n'avons pas obtenu le résultat escompté. Donc, cet aspect-là se structure au niveau programme et après, il est décidé de lancer tel ou tel projet qui va couvrir tel ou tel besoin de validation et qui va devoir développer les exigences opérationnelles, les exigences techniques, développer les plans d'expérimentation et de mener à bien ces expérimentations. Ces résultats sont, en sortie des exercices et des projets, sont documentés par un cadre qui a été défini et ces résultats sont consolidés par des équipes spécialisées et remontés progressivement des couches, de la couche basse, je vais appeler sur le schéma ici, il n'y a rien de péjoratif ici, de la couche basse des projets, sont récupérés par un certain nombre de mécanismes d'analyse de la performance et remontés jusqu'au niveau master plan pour voir si, oui ou non, les besoins exprimés en termes d'amélioration de la performance ont été comblés ou pas. Donc, vous êtes ici, c'est pour, en un slide, résumer un peu l'histoire du programme César. Je le montrais tout à l'heure sur les premiers slides, le point de référence c'était les années 2000. Il y a eu toute une phase de définition dans laquelle, c'est entre 2005 et 2008, il y a eu tout un certain nombre de tractations pour définir le contenu et les objectifs du programme. Donc là, on arrive à début 2009 où le programme est effectivement lancé et progressivement, entre 2009 et 2010, il y a eu une montée en puissance. Donc là, on commence à voir quelques chiffres qui vous donnent, qui reflètent la réalité. Tout à l'heure, j'ai donné des chiffres en euros, mais là, je vais donner des chiffres en personnes et en nombre de projets. Donc on a commencé le programme en 2009, à peu près 400 personnes collaboraient sur ce programme avec une vingtaine de projets. Et progressivement, il y a une montée en puissance pour arriver à un total d'un peu plus de 300 projets répartis un peu partout en Europe, certains en France, d'autres en Italie ou en Allemagne. 1500 personnes, 1500 experts qui contribuent à cette activité en début 2010. J'ai mis en rouge deux éléments qui sont importants pour vous aujourd'hui. C'est comment, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure pendant la pause déjeuner, mais les hélicoptères dans César, est-ce que c'est vraiment là? Et là, il faut faire un petit peu d'histoire pour comprendre d'où on vient et où on en est aujourd'hui. Presque, je veux dire, au début du César, du programme César, disons-le clairement, au début de César, là je me positionne en 2009, les hélicoptères sont peu ou pas représentés. Et parce que le programme est clairement orienté pour tout ce qui est opération VFR. De toute façon, on n'est pas là pour faire du VFR. Donc, on est parti sur l'aviation commerciale essentiellement. Il y a eu une première prise de conscience en 2011, où là, un groupe d'experts hélicoptères a été appelé à la rescousse, on va dire, pour leur demander une analyse donc, de ce qu'on appelle le concept César. Donc c'est vraiment la description globale de l'histoire qu'on veut raconter avec César, et de voir comment dans ce concept-là, il y aurait des exigences, des besoins liés aux hélicoptères qui n'auraient pas été considérés. Donc ce travail a été fait, a été mené et a conclu à une mise à jour du concept, mise à jour de l'histoire avec
ci et là des points liés aux hélicoptères. Alors vous allez voir ici, je mets GANR, c'est l'aviation générale et les hélicoptères, qui sont bien souvent liés dans le cadre du programme César. Ce travail a été effectué et je dois dire que pendant quelques temps, il est resté un peu sur la bibliothèque. Appelons un chat un chat. Et là-dessus, je veux dire, le HA, l'Association européenne pour les hélicoptères, a réagi et a progressivement intégré le programme. Donc ces experts sont venus pour travailler dans le cadre du programme. Et le HA a été, je veux dire, effectivement impliqué dans différents projets fin 2012. Quand je dis impliqué dans différents projets, tout à l'heure je disais il y a à peu près 300 projets, ça consiste en quoi? Il y a des experts de l'EHA qui sont appelés en support d'un projet en particulier pour voir si, tiens, quand on va faire une nouvelle évaluation pour un modèle de séparation en TMA, est-ce qu'il faut considérer la problématique hélicoptère ou la problématique general aviation, par exemple. Mais on reste vraiment dans une considération locale et au bon vouloir de certains projets. On s'est rendu compte que ce n'était pas encore suffisant pour que les hélicoptères et l'aviation générale soient dûment représentés. Et c'est pour ça que, progressivement, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait lancer un projet dédié aux opérations hélicoptères et aviation générale. Ce projet a été lancé tardivement. Ici, on voit le cycle commence en 2008. Ce projet a été lancé en 2014. Donc depuis 2014, je rentrerai un peu plus dans le détail de ce projet dans quelques instants, un projet de recherche et développement existe et intégré au programme de recherche et dédié aux opérations d'aviation générale et des hélicoptères. Alors, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je le rappelle ici, c'est intéressant parce que j'entendais aussi ce matin des réactions par rapport aux problématiques de régulation, par rapport aux contraintes que ça impose. Ce qui est important de noter ici, c'est que le programme César couvre la phase, donc, définition c'est passé, la phase vraiment de développement, et en sortie, on propose des solutions qui peuvent être déployées. Charge aux deployment managers et aux différents organismes de régulation de prendre ces paquets et de voir comment les déployer, s'il ne faut pas pousser un peu plus loin certains développements ou pousser un peu plus loin certains aspects réglementaires. Donc, pour regarder d'un peu plus près les hélicoptères dans le programme, ici j'ai résumé visuellement le nombre d'activités principales qu'on va trouver dans le programme César qui sont liées de près ou de loin aux hélicoptères. Alors je dis de près ou de loin parce que certains projets sont dédiés à l'aviation générale, donc en termes d'objectifs sont là pour l'aviation générale, mais nous sommes tous conscients dans le cadre du programme que les bénéfices et les résultats de ces projets peuvent bénéficier aussi à la communauté hélicoptère. Donc ils sont suivis aussi par la communauté hélicoptère pour voir si les résultats ne pourront pas servir aux hélicoptères. Donc là on trouve ici, vous voyez 8 projets dans le cadre du programme qui sont liés aux hélicoptères. Celui qui est au centre, c'est donc le projet General Aviation and Rotorcraft Operations, qui est vraiment un projet de recherche et développement, donc qui est reconnu comme tel. Ceux qui gravitent autour vont être ce qu'on appelle des projets de démonstration, donc plus limités dans le temps et qui ont vraiment une fonction de démonstration, c'est-à-dire qu'on est plus à la fin de la maturité, toujours dans cette échelle de TRL, on est plus à la fin pour voir si dans un contexte opérationnel ça fonctionne bien, ou des projets à l'autre bout de l'échelle, c'est-à-dire au niveau 1 du TRL, on est plus dans la recherche long terme, donc où là on lance des idées pour le futur. Donc, je ne vais pas tous les prendre un par un, je ne vais pas rentrer trop profondément dans le niveau de détail. Et encore une fois, Philippe aura l'occasion de prendre quelques cas particuliers et de mieux les expliquer que moi. Voilà. Le premier, j'en ai déjà un peu parlé, c'est le projet de recherche et développement, donc qui s'appelle General Aviation and Rotorcraft Operations, qui lui a vraiment pour objectif de faire le pont. Il a été construit comme ça entre la communauté hélicoptère et le programme, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas ce pont. Donc, il est là pour ça, pour s'assurer que les besoins hélicoptères sont dûment pris en compte dans toutes les réflexions qui se passent au niveau du programme. Particulièrement, il va chercher à démontrer que l'apport de certaines technologies
donc les technologies GNSS par exemple, ou certains concepts point in space sont bénéfiques aussi à l'amélioration des conditions des hélicoptères. Donc brièvement les partenaires, donc on voit ici Thales, Airbus, ENAV, Alenia, DSNA. Je sais aussi que l'ENAC contribue sur ce projet. Et donc voilà, brièvement, ce projet va évaluer l'utilisation de technologies I4D pour voir, ce matin je crois quelqu'un parlait des problèmes de météo, pour voir comment les solutions embarquées peuvent contribuer à faciliter les vols hélicoptères, notamment dans des conditions météorologiques difficiles. Les routes low level IFR, donc des routes dédiées aux hélicoptères pour des vols IFR. Et enfin, l'approche PINS vers les FATO, qui sera expliquée un peu plus tard. Là, c'est un cas d'exercice, de projet dit de démonstration, donc qu'on appelle le projet PROD, qui lui, vraiment, on tourne encore autour de PINS et des low-level IFR. Là, on a pris des cas particuliers donc, de scénarios pour des hélicoptères médicaux, pour voir si, dans certaines situations, sur certains scénarios connus, quels étaient les bénéfices de l'utilisation de ces techniques pour les hélicoptères médicaux. 5 minutes, parfait, j'ai presque terminé. Ici, c'est un autre projet de démonstration qui s'est fini récemment. Donc là, on est plus autour des problématiques d'utilisation des capacités satellites. Afin de voir comment de démontrer, parce que là on est plutôt au niveau de la démonstration, de démontrer les bénéfices des nouvelles spécifications dites PBN et des technologies GNSS pour les hélicoptères. Donc là vous voyez, on retrouve encore un certain nombre de partenaires qui contribuent, donc toujours cet échange au niveau européen, donc des scénarios qui sont réalisés en Suisse, en Italie par exemple, et après qui sont consolidés, les résultats sont consolidés, afin d'en tirer les leçons à un niveau plus global et de dessiner les exigences qui peuvent être communes au niveau européen. Ici, c'est un projet qui s'appelle ICRA, qui lui a la particularité de travailler sur ce qu'on appelle le CDM. Donc on parlait d'un partage d'informations aussi ce matin, en fin de matinée. Le CDM, c'est ce pourquoi le CDM est dessiné. Alors il est vrai que le CDM est aujourd'hui destiné plutôt aux grosses structures. Le projet ICRA est là pour voir comment on peut adapter ce concept et les outils CDM à des aéroports régionaux, donc plus petites structures, et faire bénéficier à ces aéroports et ces utilisateurs, donc là les hélicoptères font partie de ces utilisateurs, des avantages d'être connectés au système global, donc de bénéficier des informations qui sont globalisées, là, par exemple les informations météo, encore une fois. Celui-ci, je vais aller brièvement dessus parce qu'on est clairement dans un cas de projet qui est dédié à l'aviation générale. C'est le projet EVA qui a pour objectif donc, d'évaluer l'utilisation de certains outils de surveillance dits low cost. On l'a bien compris, les hélicoptères et l'aviation générale ont cette problématique de gestion des coûts qui peut peser pour certains opérateurs. Donc de voir quelles solutions technologiques peuvent contribuer à l'amélioration de cette... l'amélioration de la gestion des collisions, d'éviter les collisions. Et pour conclure, donc, mon dernier slide, et demain, où allons-nous? Donc, j'espère que vous l'avez compris, je reconnais facilement ici que la problématique hélicoptère a mis du temps à s'insérer dans la démarche de recherche et développement européenne. Aujourd'hui, c'est un bon début. Progressivement, les choses se sont mises en place. On a un premier projet de R&D qui est là et qui avance et qui a, je ne l'ai pas dit, mais 5 exercices de validation, un essai en vol prévu entre 2015 et 2016. Et surtout, ça a permis de changer les mentalités et de changer la vision de la communauté hélicoptère quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire plus aviation commerciale, plus gestionnaire de réseau. Donc
de changer sa vision vis-à-vis de la communauté hélicoptère, et je pense que c'est aussi réciproque, et de faire que demain, donc aujourd'hui, le programme César tel qu'il a été dessiné au tout début de la chaîne, donc 2005-2008, était prévu de se terminer récemment, en 2016. Ce qu'on appelle un nouveau programme qui s'appelle César 2020 a été défini, et il a été décidé de lancer ce programme à partir de 2016. Donc là, actuellement, on est en phase de préparation de ce programme. Et dans ce programme, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que la communauté hélicoptère est pleinement intégrée dans ce programme de recherche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, concrètement, dans chaque projet de ce programme, des représentants hélicoptères, quand c'est nécessaire, seront intégrés au projet pour faire valoir les besoins et les contraintes des hélicoptères. Donc on n'est plus dans un projet qui est un peu isolé, contrairement aux 300 autres. Là, chaque projet doit inclure cette problématique, notamment un projet qui sera dédié à la gestion des plateformes techniques qu'on appelle Air Vehicles, où là les hélicoptères seront représentés. Et enfin, comme je l'ai brièvement dit au début, notre objectif dans le cadre du programme au niveau R&D, c'est de définir des paquets de ce qu'on appelle les solutions et de dire tiens, cette solution, on va la faire maturer jusqu'à TRL 6 ou 7 pour la proposer à un déploiement futur. D'ores et déjà, nous savons, ce qui n'était pas le cas dans le César 1, que 2 solutions, 2 paquets seront dédiés aux problématiques hélicoptères. Donc, les différents projets, même si je les ai passés rapidement, vous avez vu régulièrement les mots PINS, le mot PINS apparaître, et Low Level IFR. Donc, ce sont 2 aspects qui sont d'ores et déjà intégrés dans des solutions qui vont être étudiées dans le futur programme César 2020 qui commence en 2016. Voilà pour ma partie. Merci pour votre attention.